La polémique enfle en Guinée depuis quelques semaines déjà et semble aujourd'hui à son comble. En effet, la société civile et l'opposition prêtent au gouvernement et à son président Alpha Condé des envies de troisième mandat, et ceci par la modification de la constitution guinéenne. La tension est sans doute motivée aussi par la récente démission du ministre d'État en charge de la justice qui, dans sa lettre de démission donnée au chef de l'État, évoque son opposition à toute modification ou changement de la Constitution. Le test qui serait en gestation l'aurait été sans son avis, mais à y voir de plus près, cette polémique est-elle opportune dans un pays qui fonctionne sur un test rédigé par un conseil de transition? La polémique née de cette velléité confirmée par le Premier ministre est-elle fondée? Les raisons qui fondent la démission de l'ex-ministre Maître Cheikh Sako sont-elles opportunes? Les réactions très tranchées de l'opposition politique et de la majorité ne sont-elles pas préjudiciables dans un pays qui est très souvent pris entre les tiraillements des politiques, des violences et arrestations contre des militants hostiles à ce projet de troisième mandat du président Alpha Condé se sont d'ailleurs multipliés ces dernières semaines, preuve que la situation sociopolitique s'annonce difficile. Guinée, polémique autour d'une nouvelle constitution. Alpha Condé dans la course à un troisième mandat. La question sera posée à nos invités du jour. C'est donc le thème de l'émission. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au plateau. On revient juste après l'intermède. Avec nous aujourd'hui, d'abord, Dieudonné Lokossou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur le journaliste, un grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Messieurs, vous êtes très au fait des questions politiques, notamment concernant le cas de la Guinée-Conakry. De Lokossou, j'ai envie de vous demander, est-ce que la démission d'un ministre qui a quand même cumulé plus de 5 ans et demi dans plusieurs gouvernements successifs, est-ce que c'est un fait anodin dans une république comme la Guinée? Non, je crois que cette démission est un acte très positif, un acte de quelqu'un qui ne veut pas être complice d'une modification opportuniste de la Constitution. Et je crois que des cadres comme ça, on en a besoin. Ce n'est pas un cadre béni oui. Et s'il devait tenir compte de ses intérêts personnels, il n'allait pas aller jusqu'à la démission. Il allait se taire et cautionner. Alors, moi, c'est le président qui est à la base de cette situation qui me surprend. Quand je dois tenir compte un peu de son passé militant, les souffrances qu'il a connues sous le régime dictatorial de Sékou Touré, et un grand militant, un responsable de la FIANF, cette grande fédération qui a aidé les États africains à céder à leur indépendance. Alors, moi, je suis chaque fois étonné lorsque j'apprends que on veut modifier la Constitution pour aller à un troisième ou à un quatrième mandat. Ça, c'est une tricherie à ciel ouvert. Ensuite, la Constitution, c'est un acte solennel qui lie celui qui est au pouvoir au peuple. Donc, on ne peut pas modifier en catimini les constitutions et l'imposer au peuple. Donc, et avec tout ce que M. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé a vécu
sous le régime de Sékou Touré, je ne peux pas croire que le destin l'a aidé à s'installer et qu'il puisse aujourd'hui décider de façon unilatérale, parce qu'il a un goût effréné du pouvoir, de faire comme les autres. Et j'ai compris alors pourquoi le problème du Togo, où il était impliqué avec le chef de l'État ghanéen, a été bâclé. Donc lui aussi il caressait l'idée d'avoir un troisième mandat. Donc, bien avant, le mode d'accès ou d'accession au pouvoir politique, c'est le coup d'État militaire. Après le coup d'État, c'est la rue. Mais aujourd'hui, c'est les individus qui, pour une raison ou une autre, ou parce qu'ils ont le goût du pouvoir, parce qu'il n'est pas différent de Sékou Touré. On veut modifier la Constitution. Pour moi, c'est un coup d'État contre le peuple. Voilà, votre avis, il est clair. Lamine Cissé, j'aimerais quand même qu'on nuance un peu, puisque visiblement, le test actuel n'est pas un contrat entre le chef de l'État et le peuple. C'est un test qui a été voté sous la transition, donc c'est une constitution qui tient encore, on va dire, beaucoup d'imperfections. Le Premier ministre qui s'est prononcé a défendu le droit, du peuple d'aller questionner cette constitution-là. Pourquoi aujourd'hui tirer à boulet rouge ou refuser qu'on puisse parler de modification de la constitution dans une république somme toute normale? Non, je ne pense pas que cette république soit normale. Comment non? Parce Nous avons un président légitime. La constitution, oui, d'accord. C'est-à-dire que si on fait l'historique, le 27 juillet 2010, c'était la première élection qui a amené Alpha Condé au pouvoir. Nous savons que Dalé Nialo avait plus de 43%, Alpha Condé 18,5%. Mais ils ont organisé les élections 5 mois après et il est devenu président par magie. De 18%, il a eu 52% après 5 mois. Au second tour, il n'a pas décidé de lui accorder sa confiance. Non, c'est pas possible. Dans une république démocratique, cet écart-là, c'est pas possible. Au deuxième tour, après 5 mois. Est-ce que c'est la Constitution qui a dit qu'il faut suspendre les élections? Lamine Cissé, que fait-on des institutions qui sont censées proclamer les résultats? Je voudrais tout simplement rappeler l'histoire qui a amené Alpha Condé au pouvoir est antidémocratique. Tu sais, la seule personne qui est en train de mener la démocratie guinéenne aujourd'hui, c'est Dalin. C'est Dalin qui est le facteur principal de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Parce qu'il pouvait appeler à la rébellion pour dire non, c'est moi qui ai gagné. Au contraire, il a reconnu sa défaite. Deuxième mandat, comment ça s'est passé? Nous connaissons tous. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre est que la Constitution, la loi fondamentale, elle doit être modifiée dans un consensus. On ne peut pas se mettre dans un bureau et dire nous voulons faire ça. Cette loi appartient à tout le monde. Pourquoi pas ne pas avoir une large concertation de l'opposition, de la société civile? La concertation sera faite. Non, Pour le moment, nous n'en sommes qu'aux prémices. Non, attends, ce que je voudrais tout simplement dire, on ne peut pas à la veille, c'est-à-dire à la fin de son mandat, ça donner un exercice. C'est-à-dire que si le président veut être transparent, qu'il fasse une déclaration clairement pour dire je ne suis pas candidat, je suis candidat à rien. Mon mandat est fini, ça ne m'intéresse pas. Et qu'il donne des gages. Mais ça, même cela, c'est au début de son deuxième mandat qu'il devait commencer à faire ça. Pour dire, je veux laisser aux Guinéens une loi qui soit une loi moderne, qui puisse permettre de faire continuer mieux la démocratie. Mais moi, je ne suis candidat à rien, qu'il s'engage à dire je ne suis pas candidat. Mais là où Alpha Condé va, il cherche un troisième mandat. Mais les manifestations qui se font dans la rue, troisième mandat, mais c'est lui qui les organise. C'est-à-dire qu'en fait... Il n'y a pas de preuve non plus qu'il est derrière l'organisation des manifestations. S'il ne veut pas, il va dire arrêtez. Il est le président de la République, il sait que le troisième mandat, celui qui le dit en Guinée, c'est contre la Constitution. Lui, il est le garant de la Constitution. Pourquoi il se tait? Il n'a pas le droit de se taire. Parce que, en fait, c'est facteur d'instabilité sociale et politique dans un pays. Pourquoi se taire?
Les gens sont en train de mélanger le pays. Vous savez, la Guinée n'est pas... La Guinée est tout autre. Quand vous voyez l'histoire de la Guinée est en plein sur le clivage ethnique. La Guinée est dans un environnement de clivage ethnique. Ce pays-là est fragile. Ce pays-là n'a pas encore un État. Vous savez, moi qui vous parle, vous voyez, j'ai plus de familles en Guinée que partout ailleurs. Sidi Touré dont vous parlez, c'est mon oncle. J'ai de la famille. Le fondateur de la ville sainte de Fouta Touba en Guinée, c'est mon grand-père. J'ai de la famille à Kindia, à Kakandé, jusqu'à Fouta. Mais je n'ai jamais été en Guinée. Mais j'ai plein de familles en Guinée. Donc, la Guinée, je ne suis pas en train de faire des débats partisans. C'est tout simplement un pays qui a subi depuis l'indépendance, depuis 1958 jusqu'à maintenant. Le peuple n'a pas respiré. Le peuple est divisé. Le peuple est bâillonné. Le peuple est embastillé. C'est lié à la faute des dirigeants. Alpha Condé, qui est un professeur d'université, qui a mené un combat, nous l'avons tous supporté. Nous avons dit que c'est un modèle de président dont on a besoin à la tête de nos États. Mais ce monsieur-là vient, il fait pire qu'un dictateur. Je crois que Dadis Camara est mieux que Alpha Condé. Vos mots sont extrêmement forts. Non, mais écoute, je suis sérieux pour ce que je dis. Parce qu'Alpha Condé n'est pas en train de conduire le peuple guinéen vers la paix et la stabilité. Il devait pouvoir... 81 ans aujourd'hui. Il cherche quoi? Il a tous les honneurs. Qu'est-ce qu'il cherche? Alors, moi, je suis indigné par ce qui se passe en Guinée. Par rapport à l'âge, vous étiez partisan sur ce plateau de ce que, tant qu'on est apte à apporter quelque chose à la politique de son État... On peut le faire en n'étant pas à la tête de l'État, on peut le faire à tout instant. Ça dit qu'en fait, le combat pour... On a des chefs d'État qui ont eu 90 ans au pouvoir, ce n'est pas forcément là le problème. Je reviens à Lokossou, j'aimerais savoir, aujourd'hui, nous avons un ministre qui part, qu'est-ce qu'il dit? Que ce ministre ne nourrissait pas des ambitions politiques et donc se retrouve quelque part en porte-à-faux avec la volonté du collège qu'est le gouvernement de modifier la Constitution. Aujourd'hui, il y a, je dirais, comme qui dit, un embrasement de la situation, mais est-ce que, quelque part, ce n'est pas opportun, effectivement, de toucher à ce test-là? Est-ce qu'aujourd'hui, si le président prend la parole et dit « Je rassure que je ne suis pas candidat à un troisième mandat », est-ce que cela permettrait de décrisper la tension, selon vous? Non, le débat n'est pas là. Il ne faut pas déplacer les choses. Mais la Constitution qu'on veut réviser, c'est au profit de qui? Au profit du peuple. Non, le peuple n'a pas demandé. On n'a pas fait un référendum. Il y a eu des manifestations appelant... Non, mais tout ça, c'est des manipulations. Ça, vous savez. Il y a des gens qui se couchent sur les rails pour dire qu'ils veulent tel président. Bon, mais donc, moi, je pense que le ministre a pris très tôt ses responsabilités. N'eût été sa réaction, on allait croire que bon, mais est-ce que la Constitution a dit, après 2 ans, il faut réviser? Réviser pourquoi? Donc moi, je suis un peu peiné. Et puis tout ça là, ça se passe avec la complicité de l'Occident. Parce que après la conférence de la Baule, sous Mitterrand, tout le monde s'est mis au pas. On est devenus des démocrates. Mais quelque temps après, de façon malhabile, on a commencé par changer, réviser la Constitution. Et ça devient une imitation. Et parce qu'on a fait ça à tel endroit, ça n'a pas... Et ça a marché, pourquoi moi je ne peux pas le faire? Donc, mais la Constitution, c'est un acte, comme je l'ai dit, solennel qui lie le peuple à celui qui gouverne, qui n'est qu'un délégataire du pouvoir. C'est le peuple qui est souverain. Et lorsque vous voyez, on suscite des marches de soutien, mais si la chose est faisable, on devrait le faire sans qu'il y ait de tapage. Mais pourquoi en France, dans les autres pays, aux États-Unis,
c'est 2 mandats. Tu ne reviens plus. En France, c'est 2 mandats. C'était le septennat, mais on est revenu au quinquennat. Mais personne ne peut se lever aujourd'hui en France pour dire qu'on doit modifier la Constitution pour permettre à Macron d'aller au 3e mandat. Tu as beau être un bon président, mais les bonnes choses, ce n'est pas seulement les vieillards. Un individu de 81 ans ou 80 qui approche, mais Mandela a fait un seul mandat et il est parti. Et son nom est resté positivement dans l'histoire. Pourquoi aujourd'hui la tendance, c'est la révision de la Constitution? Chez nous-mêmes aussi, on a déjà tenté 2 fois, sans succès. Je voudrais vous poser la question justement de Lokossou. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, on dirait, comme qui dirait, un mythe autour de ce refus du peuple ou de ce refus d'une certaine classe politique qu'on touche aux constitutions? Est-ce que quelque part, il n'y a pas... est-ce que quelque part, on ne gagnerait pas à remettre les choses à plat ou à remettre les choses dans un contexte de dialogue et d'entente pour, pourquoi pas, améliorer ces tests-là qui, quand même, ont parfois 10, 20, parfois 30 ans et qui ont peut-être besoin d'être remis au bout du jour? Vous savez que les peuples africains sont les mêmes. Hein. Et le peuple béninois n'est pas différent du peuple algérien ni du peuple soudanais. Alors, si on doit réviser par complaisance les constitutions, ça veut dire que à chaque fin de mandature, il faut provoquer la rupture, il faut provoquer plutôt la révision de la Constitution. Donc moi, je ne trouve pas la nécessité d'aller dans ce sens-là. Et puis, il y a la rupture de confiance entre la population et ceux qui nous gouvernent. Mais interrogez les gens. Est-ce que les gens sont heureux? Mais avec les constitutions actuelles qui gouvernent les nations, les peuples, mais qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire pour améliorer les conditions de vie de ce peuple-là, des populations? Donc, même s'il y a des imperfections, mais il y a des gens qui ne sont pas crédibles. Il y a des gens qui ne doivent pas toucher à un seul mot, à une seule phrase des constitutions en Afrique. Parce que, et n'oubliez pas que, et Sékou Touré, par exemple, quand nous prenons le cas de la Guinée, mais il est resté le premier et le dernier président pendant son règne. 26 ans. Non, c'est plus que ça. De 1960, je sais quand il est parti, c'est Dieu qui lui a arraché le pouvoir. Ce n'est pas le peuple. Il n'a jamais, tous les ans ou tous les 7 ans, il remettait le machin en jeu, mais c'est toujours lui. Donc, quand vous voyez tout ça, ces choses-là comme machine, et il y a le pouvoir de l'argent, parce qu'on a rendu miséreux les populations, et à chaque élection, il faut sortir ce qu'on a thésaurisé et il faut distribuer, il faut jeter ça, et les gens viennent, on dit c'est le peuple. Mais il y a des gens qui sont élus, mais qui sont illégitimes. Mais on dit c'est la souveraineté populaire. Donc c'est pas tous ceux qui sont élus qui sont bien élus. Ils sont élus soit par défaut ou bon parce que les gens ont fait. Il faut les périodes électorales en Afrique, c'est les périodes où l'argent sort beaucoup. C'est les périodes des richesses des pauvres. Donc, voilà. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana affirme que aujourd'hui, il y a une constitution qui consacre une douzaine d'institutions républicaines dont le fonctionnement en termes de coût est très lourd pour les jeunes démocraties que nous sommes. Ce sont ces propos qui justifient donc le fait que l'entièreté des ministres du gouvernement qu'il dirige en ce moment
soit d'accord pour modifier la constitution guinéenne. Est-ce que ce n'est pas au-delà de toute passion, la si c'est des arguments après presque 10 ans de gouvernance, c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte de cela. Non, il n'était pas Premier ministre à cette époque. Mais donc il ne devait pas tenir cet argument. L'administration est une continuité. On parle de l'administration Alpha Condé. Et en 2020, il va finir son mandat. C'est à l'orée de la fin de son mandat qu'on s'est rendu compte qu'il faut moderniser, on perd beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il faut, on peut pas, aujourd'hui même son fils, on ne peut pas tromper son fils. C'est-à-dire que ces genres d'intellectuels ne sont pas des patriotes. Ils se mettent à la télévision, ils racontent leur vie. C'est tout simplement pour le beau yeux du chef et pour leur poche. Parce que le peuple n'a rien à voir à cela. C'est-à-dire que je voudrais faire une nuance entre la révolution guinéenne de Sékou Touré, quand il a rejeté le référendum de 58. Ça, c'est un combat entre l'impérialiste français. Sékou Touré était au pied du mur. OK? Donc, cette révolution était une révolution populaire. Ce n'est pas une révolution clanique ou bureaucratique, c'était populaire. On le comprend à cette époque-là. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais quand même, il se battait contre un système. Ça, il faut le lui concéder. Maintenant, ça a eu des conséquences sur le plan social guinéen, parce qu'il y a une division ethnique qui s'est amplifiée. Mais prenez par exemple le Sénégal. Le Sénégal, avec Macky Sall, qui a révisé la Constitution, et on est parti au référendum. Mais il n'a pas touché les mandats. Au contraire, il a renforcé le mandat. Personne ne peut. C'est renforcé en disant nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc il suffit que le Mais président... lui-même, il est venu après les élections, avant les élections, il est venu dire si Dieu lui permet d'avoir ce mandat-là, c'est son dernier mandat parce que la Constitution a verrouillé ici. Personne au Sénégal ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais les gens ont voté, on est allé au référendum, même si nous n'étions pas d'accord sur les termes, etc., mais nous sommes allés au référendum. Mais nous n'avons pas eu peur que Macky Sall va encore briguer un 3e mandat. Ce débat-là est clos au Sénégal. Alors, mais prenez le cas du Bénin, ici où je suis, presque pendant 30 ans. Mais la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a un coup d'État constitutionnel au Bénin. Ce que je voudrais dire est qu'on ne peut pas, par une loi, éliminer toute l'opposition et dire qu'on est en démocratie. Par des lois, on élimine toutes les parties de l'opposition. Pendant 30 ans, moi je suis fier de dire que le Bénin, on vient parce que je ne sais pas par quelle alchimie, on trouve que, bon, on défend ça, il y a des gens qui défendent ça, qui viennent sur les plateaux pour défendre ça, et que le monde entier est en train de regarder cela. C'est aussi la liberté, puisque nous sommes censés être en démocratie. C'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, le vol, le bien et le mal, il y a une liberté. C'est le choix qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que celui qui a choisi le mal, il faut soutenir le mal. Moi, je choisis le bien, mais j'attaque le mal. Il faut toujours attaquer le mal. C'est-à-dire que nous sommes dans des périodes d'instabilité et de coups d'État institutionnels et constitutionnels en Afrique de l'Ouest. Regardez les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Dis-moi quel est le pays qui est dans une stabilité socio-politique et économique. Dites-moi. Vous avez des problèmes. Le Ghana est stable depuis la démocratie. Ça va, c'est un modèle. Mais la Côte d'Ivoire vient de quitter après 3000 morts. Sierra Leone, Libéria. Mais quand vous citez, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est un paradoxe que le Bénin, sur qui les gens ont dit aujourd'hui, 30 ans, vraiment, le Bénin va drainer le monde. Paf, tout d'un coup. Donc, finalement, nous avons des États, des États faibles. Nous avons des États-nations au stade embryonnaire. Nous n'avons pas encore construit des États-nations. Parce que l'État-nation, c'est le peuple qui conduit l'État-nation. Et nous avons des populations qui sont loin de la gouvernance. Des populations, c'est une élite, c'est-à-dire une minorité de gens qui se mettent dans leur bureau et réfléchissent et ils pensent à la place du peuple. C'est ce qui se passe en Afrique. C'est dramatique. Voilà. Dans le Kossou, il y a le Front National pour la défense de la Constitution qui ne veut pas entendre parler de cette éventualité du 3e mandat. Ce front-là a demandé à la communauté internationale de prendre résolument la parole pour empêcher Monsieur Alpha Condé d'aller à un 3e mandat. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que la communauté internationale peut influer sur le président Alpha Condé pour qu'il
se prononce déjà pour assurer ou pourquoi pas dire clairement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat en 2020? Non, moi je crois que ce serait pour moi une démission. Et on ne peut pas chercher à empêcher ce troisième mandat-là par procuration. Mais le peuple est là. Et c'est pour cela que j'ai dit il y a une complicité des pays occidentaux. En Guinée, on tire sur la population. Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit. On tire. Mais lui qui a prôné la vertu de la démocratie, qui a fait la fiance, et qui a reçu une formation de base militante, ne peut pas aujourd'hui venir au pouvoir et pointer les fusils sur des citoyens. Il paraît que quand on accède à ce fauteuil-là, on devient peut-être une autre version de soi-même. Non, de tout ce qu'on a. C'est un péché, parce que chaque sang versé, mais le cri va loin. Et ceux qui font ça vont payer. Mais c'est Touré, je regrette. C'est un syndicaliste. Il a été un très bon syndicaliste. Il est venu ici, il a lutté, comme l'a dit mon vis-à-vis, contre l'impérialisme français, et ils l'ont acculé. C'est parce qu'ils l'ont tellement pressé, acculé, que il a dû verser dans la dictature pour se défendre, pour sauver sa tête. Mais finalement, il a fait des concessions et on a vu comment il est parti. Donc, moi, je suis contre la démocratie ensanglantée, la démocratie qui tue, qui se nourrit du sang humain. Vous ne pouvez pas être le chef. Et malheureusement, nos populations sont à 90% analphabètes. Absolument. Ils n'apprécient pas correctement les méandres de la démocratie. Sinon, quand vous voyez des gens, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont là à avaler. Si le peuple est bien organisé, on n'a pas besoin de faire appel à l'extérieur. Mais Kérékou, je n'ai pas vu encore un régime aussi cruel. Mais c'est les travailleurs, la population qui l'ont fait partie. Donc, ce qui s'est passé hier est encore valable. Les peuples n'oublient pas leur histoire. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Donc, que les gens s'amusent avec le feu en mettant des pressions, à un moment donné, lorsque la population va se rendre compte que c'est ses intérêts qui sont en jeu et que les gens défendent les intérêts personnels, mais la rue va prendre le relais. Donc, toutes les constitutions, on dit qu'il y a 12 institutions, mais comme il a dit, pourquoi c'est à 1 an, à quelques mois de la vacance du pouvoir ou du vote, que l'on se rend compte qu'on perd de l'argent? Mais pourquoi il n'avait pas dit ça dès les premiers jours de son accession au trône? Non, moi je crois que c'est de la diversion. Les gens sont dans la diversion et on manipule le peuple, et l'opposition doit changer de tactique. On ne peut pas permettre que ce soit les enfants qu'on doit positionner, et on tire à balles réelles sur ces enfants-là pour conserver le pouvoir. Si c'est ça, vraiment, la conservation du pouvoir en Afrique, ça veut dire que nous ne faisons pas de la démocratie, mais nous faisons de la démocratie. Bon, moi, ce que je voudrais dire, en ce qui concerne la communauté internationale, dont vous faites allusion là, arrêtons-nous au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine tout court.
Parce que quand on parle de communauté internationale, pour nous, l'Union africaine, la CEDEAO, c'est pour nous. C'est pour l'Afrique au moins. Mais n'est-ce pas juste un syndicat de chefs d'État c'est ce que je suis en train de... qui se soutiennent toujours. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, vous prenez par exemple l'Afrique de l'Ouest. Quel est le pays qui vaut plus que l'autre en matière de démocratie? Qui va donner une leçon à l'autre? Ça pose un problème fondamental. Et vous voyez, la CEDEAO, c'est le reflet des États qui composent la CEDEAO. Si ces États-là sont dynamiques, performants, démocratiques, nous allons avoir des institutions d'intégration performantes, dynamiques et pragmatiques sur le terrain. Mais les aléas de ces pays-là font que les institutions traînent. Ils sont budgétivores, mais ils traînent. Il n'y a pas de résultat. Sinon, ils attendent qu'on tue 2000 personnes, 1500 personnes pour qu'ils se lèvent. Ils attendent qu'on tire sur des gens quand les gens vont mourir pour qu'ils se lèvent. Alors donc c'est le peuple qui est victime. C'est les populations qui sont victimes. Nous n'avons pas confiance à ces institutions-là, avec qui nous avons vu à l'œuvre pendant très longtemps. Ils versent dans la diplomatie inutile. Un chef d'État ne peut pas dire la vérité. Mais dans la CEDEAO, il y a le protocole sur la prévention des conflits, etc. Il y a le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. C'est additionnel à la prévention des conflits. C'est là les instruments qui nous permettent de faire la pression sur les États. Ces instruments sont là. C'est voté bien, c'est des lois de la communauté, mais ça ne s'applique pas. À plus forte raison au niveau des Nations Unies, etc. Eux, ils regardent la démocratie qui se passe dans ce pays-là. Quel est l'intérêt que nous avons dedans? Si l'intérêt est bon pour eux, on te soutient. Si l'intérêt n'est pas bon pour eux, on t'alerte. Je peux vous donner des exemples en foison. Mais ce que je voudrais dire est que le combat, c'est le peuple qui doit engager le combat. Et cette jeunesse, elle est suffisamment éveillée. Puisque aujourd'hui, vous savez, on est en train de parler de la Guinée. Ce qui se passe là-bas, ça fait le tour du monde. Vous voyez ce qui se passe avec BBC sur le pétrole au Sénégal. Ça fait le tour du monde. C'est une bombe, nous avions dit, à l'intérieur pendant des années. Mais quand BBC a pris, ça fait le tour du monde. Donc aujourd'hui, cette jeunesse-là a les yeux ouverts. Donc cette jeunesse-là, ils vont aller dans la rue, on va les tuer. Mais ils vont continuer à aller dans la rue. Parce qu'actuellement, vous savez, ceux qui prennent les armes pour tuer, c'est des gens qui sont minoritaires. Ils sont impopulaires. Ils n'ont pas d'alternative pour leur pays. C'est eux qui prennent les armes pour tuer. Parce que quand on est populaire, quand on est dans une démocratie, on sort, on se promène librement. Aujourd'hui, Rawlings est en train de... La fois dernière, il est sorti à Accra. Ça s'est passé sur les vidéos. Parce qu'il y a un embouteillage, c'est lui qui est descendu de sa voiture pour régulariser, faire le travail à la place des policiers. Mais il est applaudi et aimé par tout le monde. Parce qu'il s'est battu pour son pays. Il a voulu que le Ghana devienne ce que le Ghana est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de victimes civiles? La question vaut aussi pour Dino Lokossou. Comment faire pour qu'on ne continue pas à tuer des gens sous des prétextes? Parfois, on estime qu'on a vu des substances psychotropes dans leur sang. Parfois, on estime que c'est des badauds. Parfois, on estime que c'est des gens qui s'en prennent aux intérêts de l'État, qui attaquent des policiers, qui tirent aussi parfois sur des policiers. Comment faire pour, je dirais, un dégel des tensions, de façon à ce que les luttes politiques n'amènent pas des pertes en vies humaines, sans doute, qui sont beaucoup plus préjudiciables pour les populations. Il faut d'abord que nos armées soient des armées républicaines. L'armée républicaine, c'est l'armée du peuple. Ce n'est pas l'armée du président de la République. Il est le chef suprême des armées. Mais il ne peut pas aller à l'encontre du peuple. Il faut que l'armée soit une armée citoyenne qui est là pour protéger le peuple. Il n'est pas là pour les ordres d'un clan. C'est ce qui se passe. Et souvent, c'est ce qui amène des guerres civiles ailleurs. Parce qu'en Casamance, ce qui s'est passé en Casamance, c'est qu'en 1981, le régime Abdou Diouf a tiré sur des civils qui se manifestaient à main nue. C'est ce qui a catalysé la rébellion. Les gens ont dit non, on ne peut pas tolérer cela. On tue nos femmes. C'est les femmes qui étaient dans la rue. On les tue comme des mouches. Toi, tu es qui pour tuer? C'est ce qui a amené la rébellion. Donc, il faut que nous ayons une armée. Thomas Sankara l'a dit.
une armée qui n'est pas... C'est comme des bandits en puissance. Alors, deuxièmement, il faut que nos institutions quand même fassent le travail. La communauté internationale. Ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. Ils sont prêts, regardez, au Soudan, il y a 40 morts. 100. Nous sommes à 108. Mais quelle armée... Quand nous entrions au studio, rien ne dit qu'on n'aurait pas dépassé ce Le Conseil de sécurité a envoyé quelle armée pour défendre le peuple? Alors qu'en Libye, on n'a même pas tué les gens, ils ont envoyé pour dire qu'ils vont défendre le peuple. L'Union africaine a décidé d'exclure déjà le Soudan jusqu'à ce qu'il y ait le retour. Mais est-ce que c'est la... Oui, d'accord. C'est une décision diplomatique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger le peuple? C'est ça un problème. On a l'impression aujourd'hui que parfois ces chefs d'État-là ont le soutien des autres. On a vu notamment, même si le débat n'est pas le débat sur le Soudan, on a vu le général Al-Bourhan être reçu avec tous les attributs de l'État en Égypte. On a l'impression qu'il a le soutien de certains généraux dans la région qui font aujourd'hui qu'on a l'impression qu'on peut tirer sur les populations sans que rien ne se passe. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ne pas perdre? Moi, je reviens un peu en arrière parce que tous les citoyens ont droit à la vie. Le fusil qu'on pointe sur un citoyen à main nue, ce n'est pas le chef de l'État qui a sorti l'argent de sa poche pour acheter le fusil. C'est le contribuable. C'est le contribuable. Donc, il a droit à un respect républicain. Donc, les soldats ne doivent pas être appelés pour aller faire la guerre, livrer la guerre à des citoyens qui n'ont pas d'armes. Ensuite, il faut trouver du travail aux gens. Lorsque vous me parlez de badauds, les programmes de gouvernement, mais lorsqu'on vient et on détruit les emplois qu'il y a et on n'en crée pas, mais ça crée des frustrations. Alors, donc, moi, je pense qu'il y a une solidarité malsaine au niveau des chefs d'État. Et moi, je dis que, mais il y en a qui n'ont pas la confiance de leur peuple. Vous ne pouvez pas gouverner et être isolé de votre peuple. Mais il a parlé de Rawlings. Rawlings a nettoyé l'écurie d'Oya. Il a mis fin à la gabégie. Et tous les matins avant, vous entendez coco, c'est les Ghanéens qui essuyaient ici, oui, les chaussures. Mais aujourd'hui, ils sont tous partis. Thomas Sankara a voulu faire une expérience. Ça s'est révélé désastreuse. Et tous ceux qui gênent, il faut les aiguiller. Mais les gens que vous appelez à la rescousse, que vous voulez qu'on appelle à la rescousse, pour sauver quoi? Pour défendre les gens qui violent leurs propres paroles, les gens qui violent leur constitution, les gens qui veulent s'éterniser au pouvoir, or ne sachant pas que, mais à tout moment, ils peuvent être rappelés par le Créateur. Et c'est pour cela que, moi je crois que les gens doivent mettre beaucoup plus l'accent sur les emplois. On n'en crée pas, mais on en détruit. Mais quand vous prenez le nombre de mendiants, faites vos enquêtes. Vous êtes des journalistes. Moi, j'ai compté les mendiants depuis 3 ans. Oh là là. On a beau les chasser des feux, mais ils sont toujours là. Les gens n'ont rien. Mais il faut tendre les mains. Même si parfois il y a des questions religieuses qui s'en mêlent, mais c'est la grande misère. Une minorité ne doit pas s'accaparer de la richesse de la nation et priver le grand nombre. Ça, c'est antisocial, c'est antidémocratique. Et moi, je dis que on fait une démocratie de pacotille. Mais pourquoi la France? Je crois que l'administration est une continuité. Je respecte beaucoup François Mitterrand. Pourquoi François Mitterrand a exigé à la bourre la démocratie et tout le monde a commencé par mettre dans la constitution
2 mandats. C'est-à-dire 2 mandats non renouvelables. Et quelques temps après, même avant le départ, avant le décès de Shaw, là, les choses ont commencé par changer. Vous voyez, même en Égypte, le maréchal Sisi, ou bien comment vous l'appelez là, mais il a une constitution, et il n'a pas fini, et il change. Il doit rester au pouvoir jusqu'en 2030. Mais quand vous prenez les Comores, mais ça, on va où avec ça? C'est la démocratie. La ministre, j'ai envie de vous demander aujourd'hui. C'est pas normal ça. Que doit faire le président Alpha Condé pour rassurer son peuple et pourquoi pas trouver vite une issue à ce conflit-là qui risque de s'ouvrir et qui risque, je dirais, de plomber le climat politico-social. On a l'impression que la situation en Guinée, c'est un éternel recommencement, toujours des crises, des populations dans les rues qui se font tirer dessus. Après, le Daniel Diallo va au palais, il sourit, il prend quelques photos avec Alpha Condé, la pression baisse, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on prend les mêmes et on recommence. Oui, vous savez, dans un processus de démocratisation, il y a souvent... Parce que le Guinée est dans le processus de démocratisation. Hein, il faut pas... C'est pourquoi je fais une analyse contextuelle pour chaque pays. Si nous prenons le Sénégal, c'était pareil avec la démission du président Abdou Diouf est venu. C'était une spirale de violence, mais on a stabilisé. Il y a eu un code électoral consensuel qui a stabilisé la démocratie jusqu'à l'avènement de Macky Sall qui a bouleversé. Et maintenant, il a appelé encore au dialogue politique. On est dans le dialogue, on a de l'espoir. Il y a de la démocratie. Non, on a de l'espoir, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des balbutiements. On voit en haut et puis on descend en bas. Mais la Guinée est dans un processus continu de bouleversement. La Guinée n'a pas une démocratie stable jusqu'à présent. Et c'est le fait des hommes qui dirigent la Guinée. Vous savez, il y a un mal qui est déjà fait. Ces mots sont en train de miner toujours la société guinéenne. Ce clivage ethnique, Soso, Dialonké, Peul, c'est un problème fondamental. Et aujourd'hui, je pense que Dalein Diallo, puisque les Peuls sont majoritaires, hein, même en Afrique, les Peuls sont d'une manière... C'est un grand groupe ethnique. Je pense que Dalein Diallo, sa posture pourrait amener à créer un dialogue interethnique. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il y a des clivages. Sa posture pouvait apaiser le pays, d'autant plus que lui-même, il s'est sacrifié. Vous voyez, avec Dadis Camara, on a failli le tuer. Il est venu, il est retourné, les élections législatives passées, on a tué des Guinéens, on l'a volé, mais ils sont au Parlement, ils sont partout maintenant. Je crois que Alpha Condé devait faire preuve de sagesse et sauver le peuple guinéen. Comment pourrait-il sauver le peuple guinéen qu'il arrête cette mascarade, cette pseudo-révision de la Constitution? Il n'a qu'à mettre les jalons d'une véritable transparence électorale en respectant le calendrier électoral et en appelant un dialogue entre le pouvoir et l'opposition et avoir un consensus pour aller vers des élections apaisées. Aujourd'hui, c'est ce qu'il doit faire. Voilà. Didon Lokossou, je vous pose la même question. Que doit faire aujourd'hui le président Alpha Condé? D'abord, depuis bientôt 10 ans qu'il est là, et il y a eu des émeutes. On a tiré sur des gens, des familles, on a violé des femmes. Ce problème-là n'a jamais été réglé. C'est fini. C'est pas réglé, c'est encore là. Bon, il laisse les problèmes réels, les problèmes d'une gravité sociale réelle, et c'est la Constitution qui l'intéresse prioritairement. Alors, donc, moi je pense que nos chefs d'État, nos responsables doivent cesser la ruse. Avec tout le monde ruse. Donc, il faut être franc, il faut être direct, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Donc, s'il veut la paix, l'autre, Diallo, l'opposant, c'est un résistant. Moi, je l'ai rencontré à Dakar, mais au cours d'un voyage. Mais les opposants ne sont pas des diables. Il ne faut pas diaboliser l'opposition. Parce que les gens ne veulent pas
la contradiction veut la pensée unique. Moi, je ne conçois pas, je ne comprends pas que monsieur Alpha Condé, mais il luttait en duo avec Siradiou Diallo, votre confrère de Jeune Afrique. Bon, malheureusement, lui, il est parti. Et il a eu la chance, au moins, de conduire les destinées de ce pays qui a toutes les richesses pour réussir, mais sa gestion a échoué. C'est une gestion calamiteuse. Ce n'est pas différent des autres pays qu'on voit en dehors du Ghana, qui peut-être peut faire l'exception, et quelque part l'Afrique du Sud. Mais tous les autres pays, on est côte à côte. Voilà, vous êtes Dieudonné Lokossou. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé. Dieudonné Lokossou est un grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Monsieur, merci. Guinée, polémique autour d'une nouvelle constitution. Alpha Condé, dans la course à un troisième mandat, la question était posée. Vos avis permettront sans doute à la classe politique, pourquoi pas, de faire baisser la pression et la tension sociale, car la paix est très très importante pour les peuples. C'est en Guinée, c'est aussi dans les autres pays. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous.